Emmanuel Ransford, vous êtes donc polytechnicien, physicien, philosophe des sciences. Vous menez depuis plusieurs années des recherches indépendantes sur les fondements de la physique quantique et vous avez développé une approche qui tente de concilier matière et conscience. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet qui soulève évidemment de véritables enjeux scientifiques, mais également philosophiques. Votre ambition et le cœur de votre réflexion, c'est de dépasser la très ancienne opposition entre d'un côté le matérialisme et de l'autre le dualisme. Vous êtes convaincu que la nature de la réalité ne se réduit pas à ce qu'on peut mesurer, mais renferme d'autres horizons plus vastes, peut-être encore insoupçonnés ou inexplorés. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Alors, Emmanuel, aujourd'hui encore, la physique quantique continue à malmener notre conception classique du réel parce qu'elle nous ouvre les portes d'un monde étrange et largement contre-intuitif, qui est celui de la nature à l'échelle microscopique. Depuis sa découverte, il y a plus d'un siècle, elle alimente un débat jamais définitivement clos parce que plusieurs interprétations sont proposées. Alors, en quoi consiste la vôtre et comment la définiriez-vous ? Alors, tout d'abord, je suis honoré et heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Je remercie évidemment l'université Mohamed VI Polytechnique et Jean Stone qui nous a invités. Voilà, ça a déjà été fait, mais je le rappelle. Donc, face aux difficultés, j'allais dire conceptuelles, auxquelles on est confronté avec la physique quantique, j'ai essayé une autre approche. Et en fait, mon intuition de départ, c'était de dire la réalité à un niveau qui est matériel et à un niveau qui est psychique. Et ces deux niveaux interfèrent. Et peut-être que quand ils interfèrent, dans la mesure où la physique classique, la physique officielle est purement matérialiste, eh bien, c'est au moment où ils interfèrent qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Et peut-être que finalement, la physique quantique a trouvé là où ça interfère, mais comme la poule qui a trouvé un couteau, elle ne sait pas quoi en faire. Voilà. Donc, je suis parti sur cette hypothèse. Et ma façon de scénariser la chose, c'est que j'ai imaginé qu'au sein de chaque particule élémentaire, il existe une petite gouttelette de quelque chose qui n'est pas matériel. Alors, vous parliez peut-être aussi d'une interprétation différente du hasard quantique. Alors, une des manifestations de cette dualité, finalement, de contenu d'une particule élémentaire tourne autour du hasard quantique. Pour les physiciens, officiellement, le hasard quantique, c'est une boîte vide. Il n'y a rien dedans. C'est la tarte à la crème qui saute, comme dans certains films comiques, sans raison. Et dans mon approche, je dis que s'il y a une noisette de psychisme dans la particule élémentaire, je définis le psychisme en me disant qu'il est habité par un pouvoir décisionnel. Alors en fait, vous reprenez je vous interromps, mais une vieille idée qui s'apparente au panpsychisme, selon laquelle, je vais tenter de résumer un peu votre pensée, une dimension psychique immatérielle, généralement inconsciente et quasi indécelable, se cacherait dans toute matière. Vous proposez donc un modèle panpsychiste que vous qualifiez de panpsychisme quantique. Il postule que du psychisme, généralement inconscient et très ténu, se cacherait au cœur de toute matière dès le niveau de l'électron et des particules élémentaires. Donc, vous envisagez en quelque sorte l'existence, vous venez de le dire, dans chaque particule, d'une sorte de minuscule gouttelette appartenant à une dimension non matérielle du monde et qui posséderait une faculté évidemment extrêmement rudimentaire d'initiative et de choix. Est-ce bien cela ? C'est exact. Alors, l'idée effectivement de fond, c'est que le non-déterminisme, le hasard apparent n'est que le reflet d'un pouvoir décisionnel. C'est parce que nous sommes des êtres conscients, donc dotés de psychisme, que nous pouvons décider de tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas déterministe. Et donc pour moi, la preuve de l'inscription d'une dimension psychique
au sein même de la matière, c'est justement le hasard quantique. Alors, vous prétendez qu'en ajoutant cette dimension psi aux particules, le monde subatomique devient beaucoup plus compréhensible. Des problèmes conceptuels encore non élucidés du monde quantique trouveraient une explication cohérente lorsqu'on les réinterpréterait selon votre approche. Vous arriveriez ainsi à expliquer la raison d'être de certaines grandes bizarreries quantiques qui n'ont pas encore trouvé d'explication. Lesquelles et pour quelles raisons? Alors, ça va être trop compliqué de rentrer dans le détail, mais en gros, il y a deux phénomènes essentiels qui posent problème dans la physique quantique. Le premier, c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique, dont a parlé Inès Safi, évidemment, qui fait que quand je mesure quelque chose alors que c'était dans un état superposé, dont nous a parlé donc encore une fois Madame Safi, quand je l'observe, ça va devenir un seul état. Alors, la seule chose qu'on oublie à mon humble avis, de dire dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas seulement quand j'observe. Mais par exemple, des sauts quantiques, il y en a en dehors de l'observation humaine. Voilà. Mais encore une fois, ce serait un débat trop long à développer ici. Mais déjà, on a ce phénomène-là. Et je l'explique. Le deuxième, c'est... Voilà. Et le deuxième, c'est justement l'intrication dont Inès aussi a parlé tout à l'heure, qui finalement, que moi j'interprète comme une soudure entre particules de leur dimension décisionnelle. À la fois, donc, le saut quantique, pour moi, c'est l'expression de la décision de cette dimension psychique interne aux particules qui va prendre une décision, qui est amené à prendre une décision dans certains contextes de son environnement. C'est pour ça qu'on va passer d'un état dit superposé à un état précis où il y a un choix qui va être fait, et c'est ce choix qui va faire que ça a l'apparence du hasard. Mais ce n'est pas un hasard sans cause, c'est un hasard décisionnel, la conséquence d'une décision. Et d'autre part, donc ces corrélations non locales, comme on les appelle, de la non-séparabilité ou de l'intrication, qui font que deux particules, par exemple, qui ont interagi dans le passé, vont rester connectées, et quand je vais mesurer l'une et qu'elle va me dire, pour reprendre les couleurs encore une fois, de Madame Safi, d'un côté c'est rouge, et bien de l'autre côté, je sais que ça va devenir bleu ou vert, alors que c'était ni l'un ni l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. C'est parce que les deux particules vont prendre une décision commune. Et on peut se dire, mais comment elles peuvent prendre une décision commune alors qu'elles sont peut-être à 1 milliard de kilomètres de l'une de l'autre? Eh bien, justement, parce que la partie psychique, elle est psychique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas matérielle. Et si elle n'est pas matérielle, ça veut dire qu'elle n'obéit pas, elle ne subit pas les contraintes de la matière. Et parmi ces contraintes, il y a l'espace-temps relativiste. C'est-à-dire la partie psychique transcende l'espace-temps relativiste, et donc que les deux particules, en quelque sorte, elles ne voient pas les distances. Les distances n'ont de sens que par rapport à la dimension matérielle. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre ce phénomène extrêmement bizarre qu'on appelle la non-séparabilité. Et c'est pour ça que j'y vois une nouvelle preuve qu'à l'intérieur même de chaque particule élémentaire, il y a quelque chose qui est de l'ordre du psychisme. Et si, en fait, la physique quantique, depuis le début, nous dit la matière, c'est plus la matière, et on ne comprend pas, c'est parce qu'on n'a pas su voir que ce qu'a découvert la physique quantique, c'est qu'au fin fond de chaque particule élémentaire, il y a une dimension qui n'est pas matérielle. Et ça, c'est bizarre. C'est ça la vraie révolution quantique, selon moi. Évidemment, ça n'engage que moi. Alors, vous abordez également, forcément on y vient, la question de la nature de la conscience. Vous postulez que l'aventure du cerveau conscient est inscrite en germe dans l'intimité même de la particule quantique habitée ou enrichie, ce qui vous conduit à envisager l'existence d'une conscience qui serait à la fois immatérielle et immanente. Votre conviction est qu'il y a place dans le savoir scientifique actuel pour une compréhension non strictement matérialiste de la conscience ordinaire. Alors tout d'abord, peut-on définir la conscience? Alors d'abord, sur le domaine de la conscience, moi je ne cherche pas à la définir, sachant que la seule chose qu'on peut dire au mieux, c'est la conscience, c'est quelque chose qui.
qui est capable de, et c'est plutôt une caractérisation. Et je caractérise la conscience en disant qu'elle est habitée d'un pouvoir décisionnel, ce que la matière n'a pas. C'est la même chose en fait pour la matière. On a l'impression qu'on sait ce que c'est que la matière et qu'on sait la définir. Mais la seule chose qu'on peut en dire, c'est la matière, c'est quelque chose qui est bleu, qui est vert, qui a une masse, qui a une charge électrique et tout ça. Ce n'est pas une définition intrinsèque. C'est juste une définition, je dirais, extrinsèque. On n'a pas accès à la vérité ultime. Donc, qu'on ne puisse pas définir la conscience, et c'est pas la peine de chercher à définir la conscience, à cause de ça. Pour moi, c'est une voie sans issue. Donc, je ne cherche pas à définir la conscience, je cherche à la caractériser. Et ce dont je vais vous parler, c'est la conscience ordinaire. Ce qui veut dire que je ne suis pas en train de limiter la conscience, l'âme, la dimension spirituelle à ce dont je vais vous parler. Je parle juste, c'est comme, on va dire, un immeuble de plusieurs étages, je ne vais vous parler que du premier étage. Ce n'est pas un discours qui prétend épuiser le domaine de la conscience, de l'esprit et de la spiritualité. Je tiens à le préciser. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je fais l'hypothèse qu'à l'intérieur de chaque petite particule élémentaire, il y a une gouttelette de psychisme. Et ce psychisme, encore une fois, on peut se dire, eh bien, si le cerveau est capable d'être le support de la conscience, peut-être que ça a à voir avec ça. Et effectivement, on peut développer un modèle. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est une proposition. Le modèle qu'on peut développer, il y a deux étapes. La première, c'est, a priori, si chaque gouttelette de psychisme interne à chaque particule, elle n'est pas liée à l'autre. Chacune, par exemple, va décider à sa manière. Je vous ai parlé d'un pouvoir décisionnel. Ce pouvoir décisionnel, il est interne à chaque particule. Il n'est pas collectif. Et on a de la chance. Je vous ai parlé de la non-séparabilité. Eh bien, la non-séparabilité ou l'intrication, c'est justement une interaction qui va souder les particules entre elles. Eh bien, dans la caisse à outils que me donne la physique quantique, j'ai donc un premier élément de compréhension qui me permet de passer des individualités psychiques de chaque particule à une individualité collective. Elles sont agrégeables grâce c'est ça que vous expliquez, à l'intrication. Oui, parce que ma question suivante, c'était justement comment est-ce qu'on passe d'un psychisme limité à l'extrême, très rudimentaire, et à cette émergence d'état conscient. Alors, la première étape, donc, c'est cette agrégation. Il y a une deuxième étape. C'est qu'en temps normal, la partie psychique de chaque particule élémentaire est endormie. C'est pour ça que tout se passe comme si elle n'existait pas. C'est pour ça que les physiciens ne l'ont pas vue. Normalement, elle dort. Elle ne se manifeste pas, on ne la voit pas. Elle se réveille dans certains cas, et dans les cas où elle se réveille, eh bien, justement, il s'agit d'un saut quantique ou de ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. C'est à ce moment-là, au moment où elle va prendre une décision et on voit apparaître un élément d'aléatoire, c'est à ce moment-là qu'elle se réveille. Donc, je vais pouvoir comprendre qu'une partie de ma matière cérébrale va pouvoir accoucher de la conscience, je dis bien ordinaire, d'une part parce le cerveau va s'arranger pour agréger ces contenus, ces petites gouttelettes de psychisme, pour faire du macropsychisme, et en plus, il va les réveiller simultanément. Donc, il va créer des conditions qui font que ces petites particules, que la matière, une partie de ma matière cérébrale, va être obligée de prendre des décisions. C'est-à-dire de passer à l'état où des sauts quantiques vont se passer. Bon, c'est juste la vague idée que je vous dis, sachant que, évidemment, il y a des choses beaucoup plus précises à dire là-dessus. Voilà, c'est un petit peu comme ça que dans le cadre de mon modèle, encore une fois, c'est pas une affirmation, on peut répondre à la question de principe, comment se fait-il que mon cerveau sert de support à la matière et pas le bout de mon nez, et pas le foie, et pas mes pieds. Voilà. Alors Emmanuel, il existe un concept fondamental de l'épistémologie que l'on nomme principe de falsifiabilité ou encore principe de réfutabilité. Il a été proposé par le philosophe des sciences Karl Popper et il dit à peu près ceci. Une théorie n'est scientifique que si les principes qui la constituent conduisent à au moins une prédiction
suffisamment précise pour pouvoir être testée par une expérience ou une mesure susceptible de la réfuter. Dit autrement, une théorie n'est scientifique qu'à condition de pouvoir être testée et de se soumettre à certains protocoles expérimentaux permettant soit de la valider, soit de l'infirmer. Ce principe permet en quelque sorte de tracer une ligne rouge entre des théories scientifiques rigoureuses et celles qui seraient un peu plus farfelues ou voilà, fantaisistes. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, on puisse imaginer un protocole expérimental pour votre hypothèse? Alors, je fais juste une petite parenthèse avant de répondre, c'est que certaines théories considérées comme sérieuses n'ont toujours pas été vérifiées. Par exemple, la théorie des cordes, par exemple, la théorie de la gravité quantique à boucle, et tout ça pour dire que la science commence par élaborer une théorie, et c'est seulement dans un deuxième temps qu'elle arrive à démontrer. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, on a rappelé le prix Nobel en 2022 à Alain Aspect, qu'il a eu pour des expériences qu'il a fait en 1982. Donc, il a fallu seulement qu'il attende seulement 40 ans pour avoir le prix Nobel, pour des travaux qui dataient de 40 ans plus tôt. Et tout ça pour dire que, surtout aujourd'hui, les choses qu'on suppose sont de plus en plus difficiles à démontrer, parce que si ça avait été facile à démontrer, ça serait déjà connu. Donc, il y a toujours un décalage horaire, et plus que horaire, entre une théorie physique et la démonstration potentielle. Voilà, c'est quand même une petite nuance. Quels sont les deux domaines Alors voilà, donc je vais répondre. Ça, c'était les prolégomènes à ma réponse. La réponse, c'est qu'il y a deux grands domaines, a priori, où on peut envisager de tester mon approche. Le premier, c'est les sciences physiques, et le deuxième, c'est la science du cerveau. Les sciences du cerveau, donc les neurosciences. Alors en physique, je vous ai dit, c'est déjà d'ailleurs démontré en partie d'une certaine manière, je vous ai dit que la partie psychique, si elle existe, est hors de l'espace-temps habituel. Elle transcende l'espace-temps de la matière, puisqu'elle n'est pas matérielle, elle n'a pas à se plier aux contraintes de la matière. C'est aussi simple que ça. Et on sait très bien que aussi bien la réduction du paquet d'ondes, c'est un phénomène qui n'est pas, on dit non covorien relativiste, mais enfin, ça ne rentre pas, ça n'est pas compatible avec la relativité, parce que c'est un effet qui s'étend instantanément à l'espace complet, à la totalité de l'espace, et c'est la même chose pour le lien d'intrication, puisque les deux particules sont aux deux bouts de l'univers. Quand je mesure l'une, ça va modifier l'autre. Et ça, en termes de relativité, normalement, il devrait y avoir une propagation de l'influence, donc il devrait y avoir un décalage qui ne pourrait pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Or, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ça met les physiciens très mal à l'aise. Donc ça, c'est la première chose. Alors je dis, donc c'est presque déjà démontré. Il y a un autre effet, heureusement, qu'on pourrait tester, c'est qu'au moment où la particule, où la petite noisette de psychisme qu'il y a à chaque particule, elle passe dans un autre état, c'est l'état de la conscience, donc un état proto-conscient. Et cet état-là ne correspond pas non plus à la relativité générale, c'est-à-dire ne contribue pas et ne perçoit pas le champ de gravité. C'est-à-dire, dans l'idéal, on pourrait envisager de prendre une grande masse de matière, la faire passer à cet état de psychisme actif, en quelque sorte, et voir que la densité de cette matière, qu'il n'y a plus de masse. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de tenir compte de ce phénomène-là dans l'univers primitif. Vous savez que quand il y a une grande densité de matière, ça dégénère en trou noir. Pourquoi, au moment du Big Bang, l'univers n'a pas dégénéré tout de suite en trou noir? Eh bien, dans mon analyse comme ça, je me dis qu'il y avait des chocs qui faisaient passer une portion importante de cette masse de l'univers primitif à l'état à psychisme actif qui ne contribuait pas à la gravité. Donc on peut imaginer que le champ de gravité à l'époque où la courbure de l'espace-temps était en fait beaucoup plus faible qu'on ne pourrait le penser, et du coup il n'y a pas eu de trou noir. Ça c'est la première chose. Deuxième indice, on n'arrive pas depuis longtemps, j'ai mentionné la théorie des quantiques à boucle et la théorie des cordes, on n'arrive pas à faire la synthèse entre la relativité et les quantas. Eh bien moi j'ai une explication toute simple, c'est les deux côtés de la balance. D'un côté, c'est la relativité qui vous dit tout est relatif. Mais de l'autre côté de la balance, vous avez deux objets. Le premier, c'est quand les particules sont à l'état de psychisme qui est endormi, donc à l'état matière. Là, il y a marqué objet relativiste. Mais il y a un deuxième état, qui est celui où le psychisme est actif. Et celui-là, il n'est pas matériel. Et donc, il n'est pas relativiste.
Donc vouloir faire la grande unification, ça revient à quoi? Ça revient à vouloir mettre l'état qui n'est pas relativiste dans le moule de la matière, de la relativité. Ça peut pas marcher. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu une preuve heuristique. Deuxième état. Alors, on va peut-être les neurosciences. Passer maintenant peut-être. Alors non, mais juste les neurosciences en 2 secondes. Alors il y a plusieurs choses. Je me contenterai d'une seule chose. C'est de se dire que si le cerveau, contrairement à mon foie, à mon pied, à votre bout de nez, est capable de servir de support de la conscience, c'est forcément parce qu'il a des petits gadgets qu'il n'y a pas ailleurs. Ces petits gadgets que j'appelle les paralgènes, peu importe, vont faire qu'il va être capable de faire passer un pourcentage suffisant de sa matière cérébrale à l'état de psychisme actif. Et ça répond à des critères très précis et ça rendra, en principe, ma théorie parfaitement testable. Comment vous situez-vous par rapport au débat entre l'idéalisme et le panpsychisme et quelle place accordez-vous au divin dans votre approche? Alors, donc ça c'est un peu les questions de la fin. Donc, en fait, ma théorie c'est plutôt un panpsychisme quantique, on pourrait l'appeler comme ça. L'idéalisme part de l'idée que tout ce qui existe, matière compris, dépend finalement d'une grande conscience universelle. Et moi, je ne pars pas de là. Je pars juste du fait de dire que dans la matière, il y a une autre dimension qui n'est pas matérielle, qui est psychique. Il se trouve, alors là encore, on n'aura pas le temps de développer, qu'en fait, je remonte vers quelque chose qui ressemble à l'idéalisme, puisque finalement, c'est la question de se dire, s'il y a du psychisme dans la matière, c'est quand même étonnant. C'est qu'il y a autre chose que la matière. Et si on mène le raisonnement que je ne vais pas faire parce que ça nous prendrait trop de temps, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, ça rend totalement crédible l'hypothèse d'une intelligence supérieure, d'une espèce d'entité suprapsychique dont on peut pas, enfin, dont on peut pressentir l'existence, mais qu'on ne pourra jamais comprendre, qui ressemble au divin. Voilà, donc en fait, et c'est ça, je trouve ça presque plus fort, c'est-à-dire je ne pars pas de l'idéalisme, mais quelque part je le retrouve. Voilà, sans l'avoir posé au départ. Alors votre modèle panpsychiste pourrait permettre aussi d'imaginer une forme de survie de la conscience après la mort. Voilà, alors il y a évidemment un certain nombre de conséquences, encore une fois que nous n'aurons pas le temps de développer ici, on n'a pas le temps, mais font partie de cette chose, et c'est un petit peu une bonne nouvelle si on veut, c'est que la mort n'est pas forcément la fin de notre existence. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Merci Emmanuel. Je voudrais terminer par cette pensée d'Henri Corbin qui disait que l'ambition d'une vraie recherche, c'était d'ouvrir la voie à des questions nouvelles et que peut-être il faut admettre qu'il y ait plusieurs voies d'accès à la réalité et qu'il faut oser penser différemment et réfléchir différemment.